Depuis le début du mois de juin, au Brésil, on a un débat dans la région du Nord-Est sur la dénomination d'un stade. L'Assemblée législative voudrait valoriser la footballeuse Marta Vieira da Silva en lui donnant le nom du stade. Donc la proposition est loin de faire l'unanimité, en particulier parce que ce stade s'appelle actuellement Pelé. Ça fait écho à une étude qui a été réalisée en France l'année dernière par Eagle Sport sur la dénomination des équipements sportifs français. Donc il y a 300 000 installations en France. 9 sur 10 des installations qui ont un nom genré valorisent un personnage masculin, on s'en douterait. Là où c'est un peu surprenant, c'est que dans la région Bretagne, il y a une surreprésentation des noms féminins. Alors ça interroge un peu, et quand on gratte un peu plus, on se rend compte que ces noms féminins, ce sont Sainte-Marie, Sainte-Anne, Notre-Dame, etc. Et là, ça fait clairement écho aux difficultés de développement du sport féminin. Pour comprendre cela, on va faire un petit détour historique par la structuration du sport. Alors le sport, il naît en Grande-Bretagne, dans des public schools, qui sont des établissements qui formaient les jeunes gens de l'élite britannique, formation intellectuelle et formation physique, pour servir l'empire colonial britannique. Par différents mécanismes de diffusion, le sport moderne arrive en France, les pratiquants et les pratiquantes s'organisent en club. Le point de départ initial, c'est avant tout la pratique entre soi, la sociabilité, etc. Donc assez logiquement, on a des clubs masculins et des clubs féminins. Les choses se corsent quand les clubs masculins décident de se fédérer en association nationale. Donc ils créent une association omnisport française, l'USFSA, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, qui est vraiment la représentation de la composition sociale des élites dirigeantes du pays. Logiquement aussi, les clubs féminins ont aussi ce besoin de structuration et d'organisation nationale, et donc elles demandent à intégrer cette puissante fédération omnisport. Et c'est là que les choses se corsent, puisque un discours extrêmement véhément contre la pratique sportive des femmes se développe, porté à la fois par les médecins et par les organisateurs du sport. Alors les médecins, qu'est-ce qu'ils reprochent au sport féminin ? Tout simplement le risque d'éradiquer la reproduction humaine. Étant donné leur méconnaissance du corps féminin, ils supposent que l'effort physique nuirait complètement à la fécondité féminine, et donc il y a un discours extrêmement violent contre la pratique sportive qui serait extrêmement égoïste et déconnecté des besoins de la patrie, etc. Du côté des organisateurs du sport, c'est pas vraiment le même discours, mais on a des arguments extrêmement violents aussi. Alors eux, l'idée, c'est que le spectacle du corps féminin en effort, c'est un spectacle amoral qui pourrait attirer des spectateurs plutôt voyeuristes, donc il faudrait pratiquer sans spectateurs, et donc il n'y aurait pas de recettes économiques, donc ce ne serait pas viable, donc il ne faut pas faire de sport féminin. Donc là, dans les deux cas, la mauvaise foi fait sourire, mais c'est extrêmement fort et ça empêche toute intégration du sport féminin. Donc ce discours anti-sport féminin, il est un peu symbolisé par Pierre de Coubertin, dont on connaît l'expression contre les Olympiades femelles. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y avait un pendant à Pierre de Coubertin, Alice Milia, donc une hockeyeuse, nageuse, rameuse, multi-championne, qui, elle, s'investit beaucoup dans la structuration, alors d'abord d'une fédération française féminine, pour compenser l'interdiction d'intégrer la fédération masculine, puis d'une fédération internationale, et qui en 1921 réunit à Monte-Carlo des centaines de sportives et des milliers de spectateurs pour ce que la presse va qualifier de première Olympiade féminine. Cette première Olympiade féminine, c'est vraiment un énorme succès. Et il se trouve que dans le même temps, Pierre de Coubertin, qui était très très influent au niveau du Comité international olympique, dessert un peu son emprise pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas développer ici. Et le CIO envisage d'intégrer des épreuves olympiques dans le programme. Donc partant de là, une fois que le CIO a donné son accord, les fédérations internationales donnent leur accord, et donc les fédérations nationales suivent peu à peu le mouvement. Et donc la fédération sportive féminine n'a plus de raison d'être et disparaît. Bon, après, la suite de l'histoire du sport féminin pourrait se développer sur un certain nombre d'épisodes, mais je trouve que celui-ci est extrêmement intéressant en termes de difficultés de structuration et de la nécessité de passer par une organisation annexe pour ensuite revenir dans le giron général. Après ce trop rapide détour sur cet épisode historique, je voudrais revenir à la question des dénominations des équipements sportifs.
Sur notre match Pierre de Coubertin à Alice Milia, finalement en termes de qui a donné son nom à quoi, qui gagne, on a tous fait le constat, il y a beaucoup plus d'équipements pour le baron Pierre de Coubertin que pour Alice Milia. Et le collectif Égal Sport qui a fait cette étude sur les recensements des équipements sportifs nous donne les chiffres. 160 installations s'appellent Pierre de Coubertin et 5 seulement s'appellent Alice Milia. Au-delà du duel entre ces deux dirigeants, au-delà des turbulences du sport moderne, on a le même constat sur le nom des rues en France. Là où il y a une vraie perspective d'avenir pour la valorisation des sportifs et des sportives, c'est qu'une grande majorité des équipements sportifs, je crois que 90% des équipements sportifs, ne partent pas de nom ou portent un nom neutre. La piscine de tel endroit, le stade d'un nom géographique. Et du coup, il y a un vrai potentiel à valoriser les sportifs et les sportives en étant cette fois vigilant à l'égalité homme-femme.